Votre frère, votre coach, Ba Abdoulaye. Aujourd'hui, nous sommes là comme prévu. Nous allons essayer de vous donner quelques informations sur les notions du réseau informatique. Avant ça, vous devez savoir que nous sommes en phase de test. Nous sommes en train de tester l'outil informatique qui va nous permettre de réaliser les cours vidéo via un smartphone. Alors, sans plus tarder, je vais me présenter. Voilà mon parcours. En 2016, j'ai été co-administrateur réseau à l'entreprise TGS Industries. Ensuite, j'ai été administrateur réseau à Nicotram Sarl. Ensuite, je me suis diplômé en 2018 et en 2019, j'étais à l'Aguipress dans le système de gestion du carburant. En 2021, j'ai créé une petite entreprise Nema Service. En 2023, j'ai décidé de fonder une école, une plateforme en ligne. En 2024, je suis administrateur Smart School Belgique. Alors, le plan est là. Voilà la présentation de la carte réseau. Avant de parler du réseau, il faut savoir c'est quoi une carte réseau. Ensuite, les supports de transmission, les topologies, les équipements d'interconnexion, les organisations de normalisation, les modèles OJ, les modèles TCP. Ce n'est pas tout, mais c'est un briefing que nous sommes en train de faire. Alors, quand on arrive au niveau de la présentation de la carte réseau, la carte réseau, c'est un adaptateur réseau nécessaire à la transmission de l'information. C'est-à-dire que c'est un outil électronique à laquelle on branche un câble réseau. Une fois que le câble est branché, l'utilisateur peut automatiquement transmettre des informations d'une machine A à une machine B ou à une machine A ou à plusieurs machines. Alors, parmi les cartes réseau, nous avons le PSIMCIA, Personal Computer Memory Card International Associated. Ce sont des cartes utilisées dans les PC. Il y a l'image réelle de la carte réseau, et il y a aussi d'autres cartes réseau utilisées qui sont un peu petits et qui sont utilisées dans les nouveaux machines, c'est-à-dire les cartes incorporées. Il y a des cartes réseau maintenant qui sont incorporées. Donc, mais là, ça c'est un outil physique en fait. C'est un outil physique. Quand vous regardez à côté de la machine, vous allez voir le trou noir qui est là. Vous allez voir un petit trou noir qui va vous permettre de faire quoi? C'est-à-dire que voilà le trou noir qui est là. Vous allez voir ça à côté. Ça vous permet. C'est sur ce trou noir là que vous allez brancher, comme on appelle les supports. Donc c'est ça qu'on appelle carte réseau. Et ensuite on va parler également du support de transmission. C'est-à-dire que quand on parle de support de transmission, c'est un outil informatique qui permet de transporter les informations d'une machine à une autre. Parmi ces supports de transmission, nous avons deux types. Nous avons les fils ou les câbles. Nous avons les outils immatériels, les ondes électromagnétiques. Quand on prend au niveau des câbles, nous avons la paire torsadée. La paire torsadée est une ligne de transmission constituée de deux fils. C'est-à-dire que torsadés entre eux. C'est-à-dire qu'il y a des fils qui sont
torsadés ensemble qui permet de transmettre les informations. Maintenant, au niveau de ces câbles à paires torsadées, il y a une câble qui est blindée, il y a une câble qui est non blindée. La câble qui est blindée est appelée STP. La câble qui est non blindée est appelée UTP. Et vous allez voir ça en image ici. Et les différents blindages, vous avez vu ici, il y a une partie qui est blindée ici et qui n'existe pas ici. Donc, il y a une différence. Puisque le premier est blindé, le second n'est pas blindé, ça veut dire que le premier résiste plutôt contre les perturbations. Alors, ça résiste contre les perturbations, les interférences, etc., etc. Et l'autre ne peut pas résister. Donc c'est la différence entre le câble à paires torsadées, entre les deux câbles à paires torsadées. Il y a aussi les câbles coaxiaux ou câbles coaxiales. Ce sont des câbles utilisés. Ce sont des câbles utilisés au niveau de Canal+. Ceux qui utilisent Canal+, le câble qui relie l'antenne et le décodeur est appelé le câble coaxial. Il est constitué de deux conducteurs centriques. Donc ce câble est aussi blindé. C'est ce qui permet de lutter contre le brouillage parfois. Ça lutte aussi également contre l'affaiblissement, donc ça réduit l'affaiblissement également. Parmi ça, il y a deux types de câbles coaxiales. Il y a le câble jaune épais, il y a le câble RG558. Câble RG58. Voilà l'image, et avec les différentes couvertures. Nous avons la gaine de protection, nous avons une tresse métallique, le petit tresse qui est autour du câble de cuivre. Il y a l'enveloppe isolant, ça aussi, c'est en blanc. Il y a aussi le cœur qui permet de transmettre de l'information de l'antenne au décodeur. Après le câble coaxial, on vient à un autre câble qu'on appelle la fibre optique. Beaucoup de personnes ont entendu la fibre optique. Il y a deux types de fibre optique. Il y a la fibre optique monomode et la fibre optique multimode. Quelle est la différence? La fibre optique monomode est utilisée pour la transmission à distance. Et la fibre optique multimode est utilisée dans les réseaux locaux. C'est-à-dire qu'à une distance limitée. Pourquoi? Parce que la fibre optique monomode assure une transmission rapide, sécurisée et protégée, et ça lutte également, c'est-à-dire ça résiste aux perturbations, parce que quand on installe le câble à fibre optique côté d'une route, lorsqu'il y a comme on appelle de mouvement, ça va jouer sur l'information. Donc c'est pourquoi c'est le câble à fibre optique qu'on utilise même au niveau de mer. Généralement on les utilise au niveau de mer. Mais retenez que le câble à la fibre optique a deux types, monomode et multimode. Monomode est utilisé pour la transmission à distance, multimode est utilisé pour une distance limitée. Maintenant, quand on regarde au niveau du câble, il y a les dimensions. 62,5 micromètres, ça c'est le cœur qui permet de transmettre. Il y a aussi 125 micromètres gaine optique. Il y a 235 micromètres revêtement de protection. Donc c'est vraiment
la technologie aujourd'hui la mieux utilisée pour la transmission de l'information à distance. Pas le seul, mais c'est l'un des meilleurs. Il y a également aussi la fibre optique et la transmission sans fil. Au niveau de la transmission sans fil, il y a la transmission, c'est-à-dire que il y a deux types. Il y a la transmission infrarouge, il y a la transmission à bande étroite. Quand on prend au niveau de la transmission infrarouge, ça, entre l'émetteur et le récepteur, il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a aucun obstacle. Il n'y a aucun obstacle. C'est-à-dire que la lumière infrarouge comme on appelle, entre l'émetteur et le récepteur, il n'y aura aucun obstacle. Ça doit être face à face. Je vous donne un exemple, c'est le cas des caméras de surveillance à infrarouge. Quand on installe la caméra, on le positionne à un angle de cible. Donc, lorsqu'on met l'obstacle entre la caméra et la cible, la caméra ne peut pas identifier la cible. Donc, ça c'est limité. Il y a également la transmission à bande étroite. La transmission à bande étroite utilise les fréquences radio. Là, on n'a pas besoin d'utiliser, on n'a pas besoin de faire face les appareils entre l'émetteur et le récepteur. On a juste besoin de configurer l'émetteur et le récepteur dans une même fréquence. Lorsque ça donne les mêmes fréquences, donc automatiquement, on va utiliser, dans ce cas, l'onde va suivre les lois de Descartes. C'est-à-dire la réflexion, la réfraction, etc., etc. Donc, après ça, on va arriver réellement au niveau du réseau, topologie. Au niveau de topologie, il y a plusieurs types. Il y a topologie analogique, il y a topologie logique qui est utilisée dans les machines. Il y a topologie également topologie architecturale, je vais dire. La topologie qui parle de la disposition des machines locaux. Alors, il y a la topologie Ethernet, il y a Talking Room, il y a le réseau FDDI. FDDI, généralement utilisé pour la fibre optique. Maintenant, concernant la topologie Ethernet. Ethernet est une technologie réseau local très répandue. Elle fait appel au protocole CESMA/CD, carrières. Alors, c'est la topologie la plus utilisée dans les réseaux locaux. Dans les réseaux locaux, c'est l'une des topologies qui est plus utilisée et qui est très facile à manipuler. Généralement, on utilise les topologies en bus, les topologies en nano, les topologies maillées. On va parler de topologie maillée également. Ensuite, vous notez également que la topologie Ethernet utilise plusieurs protocoles. Il y a notamment le protocole utilisé sous Windows, le protocole Linux utilisé sur Linux, le protocole utilisé sur Network. Ça, ce sont des outils, ça, ce sont des logiciels qui permettent de tourner le réseau, qui permet de faciliter la communication. Maintenant, parmi ces protocoles, nous avons le CESMA/CD, c'est un protocole en elle-même. Il y a d'autres protocoles qui sont liés à ça, mais nous allons revenir comme nous sommes en phase de test. Et le CESMA aussi est appelé le mode d'accès du réseau Ethernet. Maintenant, la vitesse de transmission avec le réseau Ethernet est de 10 mégabits par seconde. 10 mégabits par seconde.
Il y a également le Fast Ethernet. Maintenant, tout ça, ce sont des interfaces qu'on utilise au niveau de la configuration du routeur. C'est-à-dire le Fast Ethernet, le Giga Ethernet. Tout ça, ça va dépendre du type de réseau que vous allez utiliser. Le Giga Ethernet utilise 1000 mégabits par seconde, qui est plus rapide par rapport au Ethernet et comme on appelle au Fast Ethernet. Mais généralement dans les réseaux, généralement au niveau de la configuration, c'est pas si c'est pas une grosse boîte, on n'utilise pas le Giga Ethernet parce que ça va consommer également la connexion. Lorsque vous vous abonnez au niveau d'un fournisseur d'accès à l'internet, il est ça va être très coûteux. Donc il vaut mieux d'utiliser le Fast Ethernet. Quand nous arrivons au niveau de pratique un jour, vous allez voir comment choisir l'Ethernet, Fast Ethernet, le Giga Ethernet. Maintenant, le Giga Ethernet est généralement utilisé avec un logiciel lourd parce que si on a une machine de RAM 8 Giga, ça peut tourner, mais lentement. Il faut des super ordinateurs pour pouvoir tourner un routeur de gigabits. Il y a le Talking Room. Talking Room aussi utilise 16 mégabits par seconde. 16 mégabits par seconde, c'est la vitesse de transmission. Voilà une partie de topologie que vous allez comprendre. Regardez le Talking Room. Le Talking Room ici utilise les 16 mégabits. Et la topologie peut être anneau ou maille ou maille. Mais regardez, ça c'est la topologie anneau. Ça c'est anneau logique, c'est-à-dire que comment l'information transite entre machine et machine. Voilà. Ça c'est les caractéristiques entre le Talking Room et l'Ethernet. Après le Talking Room, le Talking Room est implanté dans une topologie en nano. Le room est la topologie en nano, donc autrement appelée la topologie en étoile. C'est-à-dire c'est une forme de disposition de machine. Qu'est-ce qui est compliqué avec le Talking Room? C'est-à-dire que lorsque l'outil où on connecte l'ordinateur et tombe en panne, le réseau tombe en panne. C'est-à-dire que l'information passe en jetons. Maintenant, là où le câble est branché sur l'outil, supposons qu'on a un switch qui est connecté, qui permet de transmettre l'information entre 5 machines. Lorsque le switch tombe en panne, automatiquement l'information ne peut plus transiter. Donc le réseau tombe en panne. Le réseau est en panne. Donc ça c'est ça qu'on appelle topologie en nano ou en nano. Donc le mode d'accès, tout ça vous allez lire le document parce que je vais vous envoyer le document, vous allez lire pour comprendre. Si vous n'avez pas compris, vous me posez des questions. Il y a également un autre réseau appelé FDDI. La vitesse de transmission est de 155 mégabits à 622 mégabits par seconde. Ça c'est très important. Le passage aussi est en jetons. C'est-à-dire que l'information passe d'une machine à une autre. Lorsqu'une machine ici, entre les deux, tombe en panne, l'information ne peut pas passer. Donc l'information est bloquée automatiquement. Sauf en cas d'un outil de relais. Tout ça, vous allez lire pour comprendre. Ensuite, les équipements d'interconnexion. Quels sont les équipements qui vont permettre à connecter les différents réseaux? Nous avons les équipements
Nous avons le répéteur appelé hub. Nous avons le pont, nous avons le commutateur, nous avons le routeur, nous avons le passerelle. Maintenant, ce qui est plus important ici, nous avons le hub. C'est un outil qui permet de relier plusieurs machines. Il y a le pont aussi. Il y a le pont. Généralement, pour comprendre le pont, il faut comprendre le VPN. Il y a le commutateur appelé le switch. Il y a également le routeur qui permet de guider les informations. Ça, c'est le routage. Il y a aussi les passerelles. Tout ça, ce sont des outils, les outils qui permettent d'interconnecter les différents réseaux. Vous allez lire ici les définitions de c'est quoi un répéteur, c'est quoi un concentrateur, c'est quoi la différence, voilà. Jusqu'à arriver au niveau du modèle OSI. C'est-à-dire que ça, c'est un modèle qui vous montre comment l'information quitte d'une machine A à une machine B. Nous avons les différents protocoles du passage. Et au milieu ici, nous avons le hub. Les deux réseaux sont reliés par un hub qui permet d'interconnecter le réseau A, le réseau A au réseau B. Ça va vous permettre le réseau B qui est là. Alors, l'information quitte où? L'information quitte au niveau de l'application, vient au niveau de présentation, session, transport, réseau, liaison physique. Et ça continue, ça vient au niveau du physique jusqu'à application. Voilà comment ça fonctionne. Maintenant, la partie physique, c'est la partie où l'utilisateur est connecté via un câble réseau, via un routeur, via un Wi-Fi. C'est-à-dire que c'est la partie physique que l'utilisateur peut utiliser. C'est-à-dire c'est la partie là où l'utilisateur prend le câble, il branche sur son ordinateur. C'est ça qu'on appelle le physique. Le reste, vous n'avez pas accès. Vous pouvez accéder physiquement, mais à l'intérieur, il y a toute une procédure pour y accéder. Il y a des codes, il y a des lignes de commande pour le faire. Il y a des tests à faire pour y accéder. Maintenant, ça, le modèle OSI, il faut le mémoriser par cœur. Maintenant, pour le mémoriser, il y a une phrase que vous allez utiliser pour mémoriser ce modèle OSI. Le modèle OSI, la phrase est quoi? Vous écoutez bien, vous commencez par physique jusqu'à application. L'application, jusqu'à l'application. C'est-à-dire, arrivé au niveau de l'application, c'est là que l'utilisateur voit automatiquement ce qu'il a cherché dans la machine via le réseau. Qu'est-ce que vous allez dire pour le réseau? Pour le réseau, c'est-à-dire P comme pour, le réseau comme liaison, et c'est-à-dire pour le réseau, tout se passe automatiquement. Pour le réseau, tout se passe automatiquement. Avec ça, vous pouvez mémoriser le modèle OSI. Voilà le concentrateur. Voilà le pont. Quels sont les protocoles utilisés au niveau du pont? Et tout est là, je crois, au niveau du pont. Voilà. Et généralement, on utilise l'adresse MAC d'une machine. C'est l'adresse physique qui ne peut pas changer au niveau d'un ordinateur. Au niveau d'un ordinateur. C'est le même fonctionnement. Au lieu d'utiliser l'adresse IP, le pont utilise l'adresse MAC le plus généralement. Et
Mais dans le fonctionnement, il utilise l'adresse IP pour identifier la destination du paquet. Ensuite, le commutateur. Comme on a indiqué, le switch, il y a le switch à 24 ports, le switch à 12 ports, il y a le switch à 32 ports, etc., etc. Ensuite, le routeur. Le routeur, c'est quoi? Le routeur. Il y a le switch aussi qui joue le même rôle que le routeur. Le switch de niveau 3 joue le même rôle que le routeur. C'est-à-dire que le routeur permet de faire quoi? De router l'information. C'est-à-dire qu'il permet de découper l'information en paquets pour pouvoir transmettre facilement les informations dans le réseau. Il y a également le passerelle appelé le gateway. Même un téléphone peut servir de passerelle. Donc vous pouvez connecter votre téléphone et vous partagez l'information, vous partagez le Wi-Fi. Et maintenant le téléphone devient le passerelle pour accéder à l'internet. Après ça, on va parler des services de normalisation. Il y a le ISO, International Standard. Il y a ANSI pour les États-Unis. Il y a ISO qui réunit les organisations de normalisation. Il y a également le modèle OSI. Ça aussi, c'est une normalisation. Il y a UIT, Union internationale de télécommunications. Dans notre cas ici en Guinée, nous avons l'ARPT qui gère la normalisation des systèmes informatiques en Guinée. Maintenant, à partir de là, quand vous lisez à partir de là, vous allez comprendre c'est quoi les différentes couches. À partir de là, vous allez comprendre comment ça fonctionne. Et si vous ne comprenez pas, vous pouvez poser des questions et je vais revenir vous répondre au fur et à mesure que vous posez des questions. Comment les appliquer, comment l'application fonctionne, comment la présentation fonctionne, comment physique fonctionne, mais de façon simple. Voilà comment les outils fonctionnent, comment les outils sont superposés. C'est-à-dire qu'au niveau de la couche physique, l'information est en bits. L'information est en bits, c'est-à-dire que en de 0 et de 1. En de 0 et de 1. Le paquet est transformé en de 0 et de 1 pour pouvoir arriver au niveau de liaison. Maintenant, le liaison va ajouter notre paquet de protection envoyé au niveau du réseau. Maintenant, le réseau, qu'est-ce que ça va faire? Le réseau va identifier le chemin le plus court pour pouvoir transporter l'information en ajoutant l'adresse de destination et l'adresse d'émission et l'adresse de destination. Donc, c'est comme ça la couche au réseau. C'est le cœur du réseau même. C'est le cœur de la transmission du réseau. Du réseau informatique, bien sûr. Après, il envoie au transport une couche qui permet de transporter, comme son nom l'indique, transporter l'information. C'est-à-dire que la couche transport et session et présentation fait quoi? C'est l'interface de transport de l'information. À peu près, il joue le même rôle. Maintenant, au niveau de l'application, on va parler de protocole UDP, etc., etc. Tout ça, vous allez voir ça dans les cours à venir, de façon détaillée. Vous allez lire tout ça pour comprendre les applications. Voilà, en résumé, la couche application, elle décrit les caractéristiques électriques, logiques et physiques de la connexion de la station au réseau, câble connecté, carte réseau, l'unité d'échange, etc., etc. Je vous ai dit, le niveau est le bit. Ensuite, liaison, son rôle est de définir des règles pour l'émission, etc. Il y a le réseau, elle gère l'acheminement des données, comme je vous ai dit, le routage, le transport, le fournissement des services de transport de bout en bout, comme je vous ai dit également,
comme son nom l'indique, permet de transporter l'information. Couche session permet couche orientée, traitement et ouverture et fermeture d'une session. Donc, c'est la couche session qui va dire, lorsque le paquet retarde, la couche session vient fermer à votre temps à expirer. C'est pourquoi quand vous lancez une requête, lorsque ça retarde un peu, votre navigateur vous dit, votre session terminée, veuillez réessayer. Ensuite, il y a également la présentation, c'est-à-dire que comment le donné est présenté, le paquet, comment c'est présenté, est-ce que c'est enveloppé, est-ce que c'est pas enveloppé, c'est la couche présentation qui permet d'identifier et de gérer ça. Il y a la couche application, là on va parler de protocole, le protocole de transfert du fichier FTP, le email messagerie, il y a le NFT, il y a le IDP, également, il y a le telnet, etc. etc. C'est là qu'on parle beaucoup de protocole. Maintenant, parmi toutes ces couches-là, le modèle OSI a été résumé. Ça, c'est 7 couches. Le modèle OSI a été résumé en 4 couches. Vu le développement de l'Internet, on a décidé, vu qu'il y a des couches qui jouent à peu près le même rôle, on a réduit le modèle OSI en modèle TCP/IP. Actuellement, c'est le modèle le plus utilisé dans le domaine de l'architecture, dans le domaine de transmission de l'information via le réseau informatique. Le modèle TCP, inspiré du modèle OSI, reprend l'approche modulaire, comme son nom l'indique. C'est-à-dire que au lieu de 7 couches, on a 4 couches. On a accès au réseau, c'est-à-dire appelé couche physique et liaison. On a transport, session, présentation, représentée par la couche transport. La couche réseau, représentée par Internet ou IP. Donc, c'est le modèle que vous devez mémoriser par quel la couche accès au réseau spécifie la forme sous laquelle les données doivent être acheminées, quel que soit le type utilisé. Couche Internet est chargée de fournir les paquets de données, c'est-à-dire un datagramme, c'est-à-dire la segmentation des données. Il faut diviser les données en petits morceaux pour pouvoir transmettre vite. Chaque paquet peut suivre le chemin qui lui convient, et puis à la rentrée, au niveau de la destination, il y a des protocoles qui sont chargés à regrouper les informations en se basant sur les identifiants affectés par la couche réseau. Couche transport assure l'acheminement, c'est lui qui est en charge d'acheminement. C'est-à-dire que quand on prépare le bagage, on dit qu'il faut payer le transport, il faut gérer la douane, et ensuite donner au charrettman, on envoie, il peut emprunter plusieurs semaines. Maintenant, arrivé au niveau du camion, on donne au camion, le camion qui va s'en charger d'envoyer, par exemple, d'envoyer à Jérékoré, à Sigiri, à Kankan, etc., etc. Maintenant, arrivé là-bas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un autre agent qui va prendre le cahier et distribuer, appeler telle marchandise c'est pour Keta, telle marchandise c'est pour Dumbuya, telle marchandise c'est pour Condé, etc., etc. Donc, chacun va avoir sa part. Maintenant, quels sont ces agents-là? Les agents peuvent être Telnet, SMTP, FTP, TCP, IP, etc. Ensuite, on va parler d'une notion, le serveur DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. C'est un serveur, il s'agit d'un protocole un serveur autrement, qui permet à un ordinateur de se connecter sur un réseau, d'obtenir dynamiquement l'adresse IP. C'est-à-dire que le DHCP permet d'attribuer à un ordinateur l'adresse IP de façon permanente. Ça peut être lorsque c'est configuré de façon dynamique, lorsque tu te connectes avec une adresse IP de point 5 et tu te déconnectes et tu te reconnectes après, le DHCP t'attribue un nouveau
adresse IP. C'est-à-dire que vous verrez que l'adresse IP que vous avez utilisée pour la première fois est occupée par une autre personne. Donc c'est le DHCP, c'est son rôle, c'est de distribuer les adresses IP disponibles sur le réseau. Ça permet d'attribuer les adresses IP de façon dynamique. Il y a le serveur DNS. Le DNS, comme son nom, Domain Name Server. C'est ça qui permet de gérer les noms de domaine. Je vous donne un exemple de nom de domaine, www.google.com. Google, ça c'est le nom de domaine de Google. Donc c'est le serveur DNS qui permet de gérer cela. Maintenant, il ne gère pas seul, mais il gère avec un autre protocole appelé HTTP, Hypertext Transfer Protocol, celui qui permet de transmettre le DNS. Il y a aussi le protocole FTP, Transfer Protocol. C'est un protocole qui permet de transmettre les fichiers via le web. Donc aujourd'hui, je vais me limiter là. Vous allez faire des recherches sur chaque mot. Si vous n'avez pas compris, je serai heureux de répondre à votre question. Et je vous laisse à bientôt. Bonne soirée.